Et 11h04 et vous suivez depuis ce matin, depuis 9h, donc nos émissions spéciales à l'occasion de la visite du pape Léon XIV en Algérie, visite historique, deuxième jour aujourd'hui. Il vient d'arriver à Annaba, la ville d'Ipon. Il a été reçu pour rappel à l'aéroport international de la Habitat par le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et plusieurs membres du gouvernement ainsi que les autorités civiles et militaires de la wilaya de Annaba. Le titre choisi, c'est Sur les traces de Saint-Augustin. C'était le thème de l'émission d'Amel Fadi avec ses invités à 10h. Il est 11h05. Autre thème qu'on vous propose à présent, le vivre ensemble. Une thématique d'ailleurs largement abordée hier par le président de la République Majid Tebboune dans son discours, ainsi que le discours du pape Léon XIV, le chef de l'État Majid Tebboune, qui a appelé à faire prévaloir l'esprit de compréhension sur la division, le dialogue et sur la confrontation et la coexistence, sur l'hostilité. L'Algérie, terre d'accueil, terre de dialogue interreligieux. Amel Fadi, rebonjour et bonjour également à votre invité Salim Agar dans les studios. Oui, Salim Agar, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. DG d'Al Jazeera, donc c'est, on va dire, l'entreprise chargée du film L'émir Abdelkader. De produire le film L'émir. Le film Abdelkader. Alors, notre thématique pour cette deuxième partie, c'est de parler du vivre ensemble. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du vivre ensemble hier, on en parle encore parce que c'est très important. Comment vous définiriez-vous le vivre ensemble? Ce serait quoi, selon vous? Écoutez, l'Algérie a toujours été une terre d'accueil depuis des siècles, pour, que ce soit pour plusieurs... on a vécu plusieurs dynasties, plusieurs passages. On a vécu le passage des Romains, des Ottomans, bien sûr, des musulmans. L'Algérie a toujours été une terre d'accueil pour les peuples, pour disons, les religions aussi, surtout la religion chrétienne avec laquelle elle a entretenu des relations très très fortes, que ce soit durant la période romaine ou bien la période phénicienne et plus tard un petit peu la période, disons, coloniale, même si la colonisation a apporté avec elle un petit peu, bien sûr, le message chrétien. Cela n'a pas empêché d'avoir des relations très fortes avec les Algériens. Je cite seulement l'exemple de la relation de l'émir Abdelkader avec les responsables chrétiens de l'époque. À l'époque, quand le maréchal Bujour avait ramené dans ses bagages le maître Dupuche, qui a été installé comme évêque d'Algérie, très rapidement s'est installée une grande amitié entre Dupuche, Monseigneur Dupuche et l'émir Abdelkader, et le respect et la tolérance des Algériens a eu gain de cause sur les relations de bien-être, mais également de vivre ensemble entre la communauté musulmane et la communauté chrétienne. Quand l'émir Abdelkader a été emprisonné à Pau puis à Amboise, bien sûr, c'est Monseigneur Dupuche qui s'est intercédé auprès des militaires, mais également du roi Napoléon III à l'époque pour le libérer. Il a été également, il a contribué justement à libérer l'émir et il lui a permis de partir à Damas. Et on connaît l'histoire de l'émir avec les chrétiens à Damas, où il a libéré plus de 15 000 chrétiens maronites à l'époque contre une agression des Druzes. Donc la relation entre les... D'ailleurs, il y a une chose qui me frappe souvent quand je visite la basilique Notre-Dame d'Afrique, c'est la présence en force des femmes voilées, musulmanes, qui visitent l'église et qui ne sont pas interdits. C'est-à-dire c'est une autre religion, mais cela n'a jamais empêché qu'ils rentrent et qui assistent un petit peu assis, parce que la basilique Notre-Dame d'Afrique fait partie justement de ce paysage culturel, religieux, spirituel, et qui a permis à beaucoup d'Algériens et de chrétiens de vivre ensemble. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens ont payé un lourd tribut durant la décennie noire, et bien sûr, beaucoup de responsables de l'Église à l'époque, juste
à ce titre le cardinal Duval, qu'on appelle Mohamed Duval, hein, parce qu'il a soutenu la révolution algérienne, il a dénoncé justement les agressions et l'impérialisme français. Vous restez avec nous, Selim Agar, on va accueillir par téléphone. Et avant d'accueillir par téléphone notre deuxième invité, priorité au direct à Allez-y, Brahim. c'est les images qui nous parviennent de Annaba, la sortie de l'aéroport international Rabah Bitat, le pape Léon XIV donc, qui salue les quelques citoyens présents sur place avant d'entamer donc cette deuxième journée de sa visite d'État en Algérie consacrée à la wilaya de Annaba où plusieurs haltes sont prévues. Et également, on voit donc les images en direct, le pape Léon XIV qui salue les citoyens présents à l'extérieur de l'aéroport international Rabah Bitat. Dr Khaled Larbi, professeur en sciences religieuses à l'Institut Ibn Badis, de formation d'imam et de mourchid. Il était également imam référent de la Grande Mosquée de Paris. Il est avec nous en direct par téléphone. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin sur les ondes d'Alger Chaîne 3, Dr Khaled Larbi. السلام عليكم. pour moi. أهلا وسهلا وحبا وحفظ الله المحروسة بحفظه إن شاء الله الجزائر. Alors, la visite du pape Léon XIV dans un pays musulman comme l'Algérie est un événement fort. Que symbolise-t-elle selon vous? En quoi ce type de visite peut-il contribuer justement à renforcer le dialogue entre les religions? Cette visite revêt une portée hautement symbolique à mon avis. Elle exprime d'abord la reconnaissance mutuelle entre les peuples et les religions. Alors elle aussi, que malgré nos différences de croyances, chacun l'a dit, nous partageons une même humanité, les mêmes aspirations à la paix, et surtout à la paix, à la justice et à la dignité. Pour le Mahrousa, pour notre Algérie, terre d'histoire et spiritualité sans l'oublier, et de dialogue surtout. Cette visite, à mon avis, confirme sa vocation naturelle de pont entre les cultures. Elle envoie également un message fort au monde. La coexistence respectueuse n'est pas une utopie, mais une réalité possible et nécessaire. Et elle est réalisable. Et la preuve, on a la visite de sa sainteté en Algérie. Alors, les traditions algériennes favorisent naturellement la tolérance religieuse. Quels sont, selon vous, Khaled Larbi, quels sont, selon vous, les principaux défis du vivre ensemble aujourd'hui? Les principaux défis que nous rencontrons, que ce soit en Algérie ou ici en France ou ailleurs, c'est essayer de connaître l'autre. On revient dans un instant, donc il y a une coupure. Oui, En il y a une attendant, coupure. donc, On va essayer de rappeler le docteur Khaled Larbi. Direction Annaba. Donc, Évidemment. retrouver notre correspondante sur place, Fatma Zohra Bouledroa, où le pape donc effectue une visite, le deuxième jour de cette visite consacrée à la ville de Annaba. Notre correspondante qui se trouve au niveau du site antique d'Hippone pour ce point prévu dans cette visite d'État. Fatma Zohra Bouledroa. Nous sommes au niveau du site antique d'Hippone. Nous attendons l'arrivée imminente du pape Léon XIV. Les préparatifs, notamment le programme artistique, a été mis en place, notamment avec la chorale de l'Institut supérieur de musique. Les scouts vont accompagner le pape Léon XIV pour planter un arbre symbolique. Nous allons vivre un moment historique. Le pape Léon XIV va marcher sur les pas de Saint-Augustin pour se diriger vers la basilique de la Paix, sous les caméras et les projecteurs de la presse nationale et internationale, donc, qui sont très intéressés, qui captent tout le moment de cette journée historique. Voilà, c'était notre correspondant depuis Annaba, Fatma Zohra Bouledroa. Premier point donc de cette visite à Annaba, le site antique d'Hippone. Nous retrouverons tout à l'heure notre correspondante sur place et nous suivrons bien évidemment les images en direct qui nous parviennent de la wilaya de Annaba. Et retour à l'émission Le Vivre Ensemble, c'est la thématique de cette deuxième heure depuis 11h à Melfadi. Avec nous, le docteur Khaled Larbi. Je vous le disais tout à l'heure, comment concrètement on peut réaliser le vivre ensemble ici en Algérie ou même ailleurs, selon vous?
communication. Oui, il y a un petit souci avec le docteur Khaled Larbi. On On ne vous reçoit pas très bien. On va On essayer de vous rappeler, docteur Khaled Larbi, pour avoir... c'est le souci du confort de nos auditrices et de nos auditeurs qui compte beaucoup pour nous. Donc on va essayer de le rappeler. Peut-être qu'il est dans un endroit où il n'y a pas assez de réseau. On revient à notre invité dans les studios d'Alger Chaîne 3, Selim Agar, qui est le DG d'Al Jazeera, chargé de produire le film sur Émir Abdelkader, une figure des plus puissantes. On est bien d'accord et respecté de l'histoire de l'Algérie. Il est à la fois le chef militaire, le penseur spirituel. Il symbolise l'universel d'humanisme. Vous êtes d'accord avec ça, Selim Agar? Tout à fait. Écoutez, l'émir Abdelkader est une figure historique. Peut-être on n'a pas fait assez pour parler de l'émir Abdelkader sur le plan médiatique et sur le plan cinématographique, parce qu'il faut préciser que la majorité des ouvrages qui ont été écrits sur l'émir ont été écrits par des auteurs français, essentiellement dans le passé par des militaires. Donc il était beaucoup plus présenté comme un chef guerrier qu'un chef spirituel et surtout un chef humaniste, un humaniste. La période de Damas, en 1860, où il a libéré plus de 15 000 chrétiens, lui a donné une aura internationale, parce que, juste pour préciser, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est qu'en plus de la population chrétienne, il avait invité les consuls de différentes ambassades, consuls des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, de la Turquie, etc., à les protéger et les ramener dans son quartier, parce qu'il y avait le quartier de l'émir, le quartier maghrébin, où étaient rassemblés plus de 100 000 éléments de l'émir, parce que quand il a émigré ou il s'est exilé en Syrie, il avait emmené avec lui tous ses khoulafas, ça veut dire ses généraux et leurs familles. Donc après, cette communauté s'est agrandie et il est devenu très important et très respecté à Damas. Et c'est grâce un petit peu sa relation et sa tolérance et son aspect du vivre ensemble qui lui a permis de protéger les chrétiens. Pour l'anecdote seulement, il avait offert 50 pièces d'or pour chacun qui lui ramènerait un chrétien vivant, parce que la majorité se sont cachés et il voulait les récupérer pour les protéger, donc il les a mis, et c'est la mère et la femme de l'émir qui les soignaient, qui leur donnaient à manger, et c'était une opération à la fois humaniste, mais également une opération de tolérance et de sauvegarde. Cette image a été gardée par les consuls qui étaient protégés par l'émir, et ils ont écrit à leur chef d'État, et c'est comme ça que l'émir plus tard a eu une reconnaissance internationale. Il a reçu beaucoup de cadeaux et beaucoup de médailles. Les médailles qu'on voit dans les photos de l'émir, c'est des médailles de chefs d'État, notamment la reine Victoria de la Grande-Bretagne, Abraham Lincoln des États-Unis. Tous ces gens-là reconnaissent un petit peu la figure humaniste, et surtout une figure qui respecte l'autre. D'ailleurs, quand je discutais avec des producteurs européens sur le projet de l'émir Abdelkader, on fait une présentation et on lui montre, voilà, c'est un chef religieux algérien, il a mené la résistance pendant 17 ans contre le colonialisme français, et à la fin, quand il s'est exilé, il a protégé des chrétiens contre une agression d'une communauté musulmane. Ils m'ont dit, vous êtes sûr qu'il ne s'est pas converti? Non, je dis, écoutez, c'est un chef religieux et c'est ça la tolérance. Et on a posé la question justement à l'émir, il avait répondu à l'époque avec cette belle citation. Il leur a dit, moi, je n'ai pas combattu les chrétiens, parce qu'on lui a dit, les Français, c'est des chrétiens, vous les avez quand même combattus. Il leur a dit, non, je n'ai pas combattu les chrétiens, j'ai combattu des colons qui se sont prétendus chrétiens. Et donc, c'est pour séparer le colonisateur des communautés chrétiennes. Alors vous parlez de tolérance, moi je vais rebondir sur cela notamment. J'espère que le docteur Khaled Larbi est avec nous par téléphone en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3, parlant justement de l'islam et de la tolérance. Cette dernière occupe une très grande place dans l'enseignement de l'islam, n'est-ce pas, Khaled Larbi? Oui, bonjour. Effectivement,
Et je vais rebondir sur ce que vous avez posé comme question tout à l'heure. Il faut apprendre à connaître l'autre, à accepter l'autre et surtout à faire connaissance qui est l'autre. Pour ne pas avoir peur, généralement ici en France, en Algérie ou ailleurs, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a cette espèce de méfiance, on a peur de l'autre, on a peur d'aller vers l'autre. Et concernant la tolérance en islam, elle est même au cœur du message musulman, ou message religieux. L'islam enseigne la miséricorde, la justice, par exemple, la patience, et le respect de la dignité humaine. Ça fait partie des finalités de al-maqasid al-kulliyya. Et le Coran nous rappelle aussi clairement dans le Coran Karim, dans le chapitre 2, le verset 285, si ma mémoire ne me trompe pas, nulle contrainte ou la religion, la ikraha fi din, cela signifie que la foi ne peut pas être imposée. Et le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également donné de nombreux exemples de bienveillance envers eux qui étaient différents de lui. On prend un exemple concret, les Nasara Najran, quand ils sont venus lui rendre visite à Médine, qu'ils ont échangé ensemble, et c'était lors de la prière. Il leur a laissé une partie ou un coin dans la mosquée de Médine pour faire la prière. Si on fait l'escalade dans notre quotidien, imaginez qu'aujourd'hui, il y a un chrétien qui vient à la mosquée de Paris, que l'imam lui laisse une partie de la mosquée pour faire sa prière. Donc la vraie tradition musulmane est donc une tradition d'équilibre, de sagesse et d'ouverture à mon humble avis. Alors vous parlez de tradition musulmane, mais je veux aussi vous parler de tradition algérienne qui favorise naturellement la tolérance religieuse. Quels sont selon vous, et je voulais poser la question tout à l'heure, mais on n'a pas pu avoir votre réponse, quels sont selon vous les principaux défis du vivre ensemble aujourd'hui? C'est connaître l'autre, aller vers l'autre et accepter l'autre avec ses différences. Sauf que nous, en Algérie, la solidarité, elle se traduit, par exemple, on trouve la solidarité entre voisins. On a cette hospitalité. Je vous donne un exemple concret. Oui. Récemment, il y a beaucoup d'influenceurs qui sont partis visiter l'Algérie. La première chose qui a attiré leur attention, c'est l'hospitalité algérienne. C'est-à-dire, on fait rentrer quelqu'un chez nous sans le connaître pour manger, pour dormir. On a vu un chauffeur de taxi, il prenait un jeune couple français. Et au moment où les a déposés, il leur a dit, vous pouvez partir, vous n'avez pas à payer, c'est gratuit. Donc cette hospitalité, on l'a. On a aussi en Algérie le respect des anciens. Celui qui était avant moi, je le respecte. On a l'entraide. Dans les moments difficiles, vous avez vu, quand il y a le tremblement de terre, quand il y a un événement tragique, tout le monde est là. On a cette tradition, elle est innée en nous. Et on a cette capacité historique qu'a le peuple algérien à se rassembler face à l'épreuve. Je pense qu'on a déjà ces outils pour travailler, il faut juste les faire travailler, Inch'Allah. Vous pensez que les imams et les responsables religieux doivent jouer un rôle important pour promouvoir la paix? Comment le faire finalement, docteur Khaled Al-Arbi? D'après mon expérience, que ce soit ici en France ou ailleurs, les responsables religieux, qu'ils soient imams ou responsables d'associations autres, doivent être la voie de sagesse, d'apaisement et d'espérance. Ils doivent surtout rappeler que la religion n'est jamais un permis de haine. Ils doivent aussi condamner clairement toute violence commise au nom du sacré. Et peu importe le sacré, il faut encourager la fraternité nationale et accompagner les jeunes vers un islam. Mais quel islam? On a un islam algérien qui est équilibré et qui est utile à la société. Le vrai guide religieux, à mon avis, construit les consciences et il ne les divise pas. Dans le même ordre d'idées, Amal Faddi, justement, l'Algérie qui est terre et carrefour des cultures et des civilisations. Et il a été souligné hier dans les discours du président de la République et du pape Léon XIV, présente en force également la presse internationale pour la couverture médiatique de cette visite d'État de Léon XIV. À Annaba, notre correspondante Fatma Zahra Bouledro a rencontré un journaliste polonais qui revient justement sur l'importance de l'Algérie qui est une terre et carrefour des civilisations et des cultures. On l'écoute. Pour ce qui est de la visite, je pense qu'elle est hautement symbolique. Je vois aussi le grand intérêt des médias internationaux qui sont présents ici. Bien sûr, un aspect très symbolique parce que l'Algérie, finalement, appartient à l'espace méditerranéen. C'est un endroit où s'entremêlent différentes cultures, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et finalement, je pense que c'est de là que vient cette visite du pape Léon XIV, qui vient ici avec un message fort de réconciliation et de paix. C'est ce qu'il souligne dans tous ses discours depuis hier. Et je pense que
sa visite aujourd'hui ici à Annaba, bien sûr, c'est important pour lui du côté personnel parce qu'il s'est déclaré comme étant fils de Saint-Augustin, mais aussi parce que justement il veut mener à bien cette mission de paix et de réconciliation dont il parle tout le temps, surtout dans le contexte politique. Khaled Larbi, toujours avec nous, pas dans les studios, mais par téléphone, mais toujours présent sur les ondes d'Alger Chaîne 3. On parlait de comment transmettre les valeurs de tolérance aux jeunes générations et on parlait de l'importance et le rôle majeur que peut avoir un imam. Et vous dites aussi tout homme de religion. On peut parler aussi des réseaux sociaux. Sont-ils un frein ou un levier pour le vivre ensemble, selon vous, Khaled Larbi? Les réseaux sociaux, à mon avis, en fait, c'est effectivement, ça peut être un point positif, c'est l'art de Haddain. S'il est bien utilisé, ça peut être effectivement bénéfique. En l'occurrence, s'il est mal utilisé, comme aujourd'hui on le trouve dans nos réseaux sociaux, ce que moi j'appelle le cher Google, où chacun va de son côté, il va chercher un petit peu ce que dit telle et telle personne. Donc s'il est mal utilisé, si elles sont mal utilisées, effectivement, ça devient un poison pour la société. Et ça peut pousser au radicalisme, ça peut pousser aux mauvaises compréhensions de cette belle religion qui est l'islam. Mais s'il est bien utilisé, bien encadré, et d'où le rôle des imams, des religieux, pour faire face à ce discours de haine, il peut être bénéfique. Et comment lutter justement contre ce discours de haine, comme vous dites, ou parfois des interprétations extrêmes ou même erronées de la religion? Comment lutter contre cela? Il faut utiliser le contre-discours. Ce que eux ils publient comme fausse fatwa ou mauvaise compréhension, c'est aux religieux. Mais on a des imams compétents, des docteurs en Algérie, ils peuvent, là, le contre-discours, je vais déconstruire ce que lui, il a dit, ou ce que lui, il a publié, mais avec des arguments solides. Et les arguments solides, c'est les mêmes arguments que lui, il utilise de la mauvaise façon. Moi, je vais les ramener de la source de Coran et de la Sunna. Et donc là, je vais déconstruire ce qu'il dit. Et c'est au lecteur de voir que telle déconstruction, telle analyse religieuse d'une telle fatwa, d'un tel avis religieux, il va voir qu'effectivement, il y a deux mondes différents. Il y a un monde qui prêche la haine, et un autre qui prêche le vivre ensemble et qui prêche cette belle religion qui est venue. C'est pas pour combattre, ni pour imposer, ni pour contraindre. Elle est venue pour nous donner un mode de vie sain et avoir une hygiène de vie saine dans un monde qui est traversé par des troubles comme vous ne pouvez l'imaginer. Alors, si vous devez vous résumer, docteur Khaled Larbi, une idée forte de la visite du pape Léon XIV aujourd'hui en Algérie, quelle serait-elle, cette idée forte? Ce serait un message d'espoir et de paix aux Algériens et au monde? Un message de paix et surtout du vivre ensemble, et dans une terre qui a accueilli toute confession, toute culture, toute tradition. Elle était toujours d'une hospitalité inégalée. Pour le monde, pour leur dire qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut accepter l'autre, et que, comment le dire, comment le résumer, cette visite, certes, elle est symbolique, mais elle est historique en même temps. Et pour moi, je pense que c'est un pas vers une nouvelle ouverture, Inch'Allah, dans ce monde qui est, subhanallah, gangréné par la haine de l'autre et par l'injustice. C'est une visite qui pourrait contribuer de manière forte à renforcer le dialogue entre les religions, selon vous? Ah oui, je pense, sincèrement, oui, le dialogue interreligieux, oui, ça peut le renforcer. À savoir, ce même dialogue chrétien-musulman, en fait, il n'est pas là pour laisser tomber mes convictions. Mais certes, des efforts, ils ont été réalisés, personne ne peut le nier, mais il reste beaucoup à faire. Trop souvent, le dialogue, moi je dis d'après mon expérience, souvent le dialogue interreligieux demeure institutionnel et limité à certaines élites. Alors qu'il faut prendre plus, il faut le rendre plus concret, plus populaire, des rencontres entre les jeunes, projets solidaires communs, échanges universitaires, pourquoi pas, des actions humanitaires, pourquoi pas, des visites mutuelles, des lieux symboliques. Tout ça, ça participe, Inch'Allah. Et il est surtout essentiel de se donner les moyens, et c'est le premier pas qu'a fait sa sainteté en visitant l'Algérie. Donc oui, il est primordial.
C'est une des qualités qu'avait l'Amir Abdelkader Salim Agar, justement, cette volonté de dialoguer, mais surtout le vivre ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'il prenait, mais de manière exceptionnelle. Oui, tout à fait. C'est un personnage qui est connu pour son rapprochement avec l'autre, qui avait un discours très tolérant, qui avait, malgré ses 17 ans de guerre contre le colonialisme, il n'a jamais eu de haine viscérale contre le colonisateur. Il respectait l'adversaire, mais sur le lieu de la bataille, c'était celui qui gagnait le plus. Donc l'émir avait cette force que ses adversaires reconnaissaient, c'est d'avoir cette grandeur dans la parole et dans l'acte. Dès les premières batailles qu'il a menées, il a déjà mené 116 batailles durant 17 ans. Il ne faut pas oublier, 17 ans, c'est énorme, hein. C'est 2 fois la révolution algérienne, hein. Donc, et il a à chaque fois bien traité les prisonniers, et même il a échangé les prisonniers contre les prisonniers algériens. D'ailleurs, l'un des principaux médiateurs pour la libération des prisonniers algériens et des prisonniers des soldats français, c'était les chrétiens, les chefs religieux, parmi eux Père Dupuche. Donc, et l'émir était toujours favorable au dialogue, disons, à l'échange. Et il avait même des conseillers comme Léon Roche, qui était ses secrétaires et qui était proche un petit peu de l'émir, et il partageait avec eux. Justement, le cinéma n'a pas montré la véritable facette de l'émir. On ne sait pas, par exemple, si l'émir parle français ou pas. Et certains écrits le disent. Il parle français, il comprend, il discute. Certains disent, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits anglais sur l'émir. Parmi eux, le plus célèbre, c'est le livre de Churchill sur la vie de l'imam Abdelkader. Il parlait anglais aussi. Donc, c'est justement au cinéma d'identifier, de le montrer sous sa véritable valeur et son véritable visage. Les gens le connaissent comme une figure historique, mais ils ne le connaissent pas comme une figure iconique et universelle. Alors, vous rejoignez un peu l'idée de notre invité de la première heure tout à l'heure, l'écrivain Abdel Nasser Smail, qui disait que oui, j'ai écrit un livre d'histoire sur Saint-Augustin, mais la littérature peut aider, mais c'est au cinéma justement de rétablir l'ordre ou de se réapproprier l'histoire pour la montrer au monde. C'est aussi l'une des principales, j'ai envie de dire, l'un des principaux objectifs du film Abdelkader, que beaucoup attendent avec impatience. Tout à fait. C'est justement pour montrer ce côté que beaucoup ne connaissent pas, ce côté universel, ce côté humaniste de l'Amir Abdelkader Salim Agar. Vous savez que, par exemple, on parle de Saint-Augustin, il y a eu 2 films sur Saint-Augustin. Il y a un film italien réalisé par Antonioni, et il y a un film algérien coproduit entre l'Algérie et la Tunisie. Ce dernier n'a pas eu de succès. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su mettre en valeur cinématographiquement le personnage. C'est beaucoup plus une œuvre, voilà, historique, et c'est tout, ça reste là. Non, le cinéma donne de la grandeur et de la valeur. Le meilleur exemple, c'est Kingdom of Heaven de Ridley Scott, qui montre en l'espace de 15 minutes la grandeur de Salah ad-Din. Et ce genre de passage reste éternellement, alors que dans l'histoire, Salah ad-Din a gagné une bataille, c'est Hattin, et il a libéré Jérusalem, le Quds. Et alors qu'il a perdu plein de batailles, mais ce qui reste, c'est ce qu'on a montré au cinéma. Le cinéma, parfois, il met en valeur un personnage historique, et parfois, si on le filme pas bien, eh ben, il n'est pas bien connu. Tous les films qu'on a fait sur Spartacus, ou les gladiateurs, etc., c'est des généraux. Rome avait une dizaine de généraux. Pourquoi on a focalisé sur celui-là ? Cléopâtre, on a fait sur Cléopâtre, alors que l'un des plus importants pharaons en Égypte, c'est Toutankhamon ou Ramsès, etc. Donc, la valeur du cinéma est très importante, et justement, on est très fiers d'accompagner ce projet pour le mettre en valeur, et on va mettre les moyens
cinématographiques, les moyens financiers et même les moyens logistiques pour réussir une grande œuvre cinématographique. D'ailleurs, on me pose la question, et vous avez vu tout ce qui s'écrit, tout ce qui se dit sur le projet du film L'émir Abdelkader. Il y a eu plusieurs tentatives. Moi, dans mon bureau, j'ai 4 scénarios, mais chacun, il a sa spécificité, ses défauts et ses forces. Et malheureusement, le problème du film L'émir, c'est un véritable scénario qui met en valeur tout son parcours. Récemment, on a vu le film Napoléon de Ridley Scott. Vous savez qu'il y a eu 113 films sur Napoléon, 113, et la majorité, c'est des films non français. La France n'a produit que 5 films sur Napoléon et 5 séries. Donc la majorité, c'est des films réalisés par des Russes, par des Allemands, par des Britanniques et des Américains. Et tous mettent négativement en valeur Napoléon, parce que ça reste un chef militaire qui a perdu, un chef militaire qui a massacré l'Europe, etc., etc. Mais par exemple, j'ai eu plusieurs débats avec des amis critiques, mais aussi réalisateurs. Le film de Ridley Scott, est-ce qu'il est positif pour Napoléon? Il est négatif. Mais on l'a battu sur le plan personnel cette fois-ci, pas sur le plan militaire. Parce qu'on a montré aussi la force de Napoléon dans certaines batailles, par exemple Austerlitz, etc. Mais on l'a montré en train de perdre Waterloo et en train de perdre même son entourage familial. Et c'est ça la force du cinéma. Vous savez que par exemple, s'il n'y avait pas le film La bataille d'Alger, personne n'entendra parler de Ali Lapointe. Oui. C'est ça la force, c'est mettre en image un héros parfois connu, parfois de passage et parfois malgré lui. Donc c'est une grande figure de l'Algérie. Et là, les aspects historiques pour faire une grande figure. Il y a trois chapitres dans le film de l'émir. Il y a la colonisation, la lutte contre la colonisation pendant 17 ans. Il y a la période de son emprisonnement à Amboise qui est très forte sur le plan dramatique, humain et même émotionnel. Oui. Et puis, vous avez la période damascienne. La période damascienne, à elle seule, mérite un film. Oui, parce que je pense que c'est cette période aussi qui l'a rendu célèbre dans le monde, cet humaniste qui a, à Damas, accompli un acte majeur. Il a protégé des milliers de chrétiens. Un acte qui lui a, vous l'avez dit tout à l'heure, Selim Agar, valu une reconnaissance internationale. C'est justement cet aspect-là que vous voulez mettre d'abord en avant concernant la figure de Vous savez, on a voulu mettre, vous savez, il y a 4 scénarios sur l'émir actuellement qu'on a dans nos bureaux. Et les 4 scénarios mettaient en valeur beaucoup plus Damas. Oui. Et la période de protection des chrétiens, etc. Parce que pour eux, c'est la période la plus forte. Oui. Or, ces projets n'ont pas été aboutis parce que justement, l'État algérien ne veut pas montrer que cette partie. Parce que cette partie est importante. Mais la partie aussi la plus importante sur laquelle on se bat, nous les Algériens, c'est la période de lutte contre le colonisateur français. Tout à fait. Et il y a eu tout un débat là-dessus. Vous savez, pour faire le scénario, on a établi une commission historique composée d'écrivains, de spécialistes de l'émir et d'historiens pour débattre justement des faits historiques qui seront mis dans le scénario. On a établi une série de faits historiques de 1830, date de débarquement des Français en Algérie, à 1888, date du décès de l'émir. Et cette période-là, c'est aux scénaristes et aux réalisateurs de la mettre. La même chose, Napoléon, le film Napoléon, il établit le départ de Napoléon quand il a libéré Toulon des Anglais, jusqu'à sa mort dans une île à Sainte-Hélène. Donc, c'est ça la force d'un film. C'est comment mettre en valeur. Vous savez, par exemple, nous, on a 3 batailles dans le film. On a voulu mettre 3 batailles. Khalq al-Nita, Sidi Ibrahim et le Maqta'. Oui. Et ces batailles, sur le plan littéraire... Selim Agar. Oui, pardon. L'heure est au direct. Au direct, c'est normal. Allez-y, Ibrahim. Voilà, donc l'arrivée en ce moment du pape Léon XIV au niveau du site antique d'Hippone. Première halte donc de cette deuxième journée de sa visite d'État dans la wilaya de Annaba.
Le pape Léon XIV est accompagné sur place. On voit donc la ministre de la Culture. Il y a également le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, qui l'a accueilli déjà auparavant au niveau de l'aéroport international Rabah Bitat, ainsi que les autorités civiles et militaires de la wilaya de Annaba, le site antique de Annaba, qui est une ancienne cité romaine prestigieuse. Elle est d'ailleurs très visitée. C'est un site très visité au niveau de la wilaya de Annaba et célèbre pour avoir été l'évêché de Saint-Augustin. Saint-Augustin, sur ses traces justement, c'est la thématique de cette deuxième journée de la visite de pape Léon XIV dans la wilaya de Annaba. Et sur les images, on voit donc, on souhaite la bienvenue au pape Léon XIV dans cette ville chargée d'histoire. On a des images de ce site, je le disais, qui est un site archéologique majeur qui abrite des ruines romaines. Il y a également un musée et se trouve à proximité de la basilique Saint-Augustin. Justement, on a en direct avec nous notre correspondante sur place, Fatma Zohra Bouldra. Alors, Oui. Fatma, donc vous êtes en direct avec nous depuis le site antique d'Hippone où se trouve en ce moment le pape Léon XIV. Oui, le pape Léon XIV arrive au site antique d'Hippone. Il est accueilli avec des fleurs, des colombes. Donc le site, il marche sur les pas de Saint-Augustin tout doucement, il avance tout doucement. Donc le site antique d'Hippone où il y a le quartier chrétien qui intéresse, donc qui est inscrit dans les itinéraires augustiniens. Au niveau du quartier chrétien se trouve la basilique de la Paix. Le site en lui-même s'étend sur une superficie de 26 hectares. Et la basilique Saint-Augustin, dont les vestiges sont visibles à ce jour, avec la nef centrale, les nefs latérales, avec des mosaïques à ce jour, une tombe d'une sœur, et surtout la chaise de Saint-Augustin, c'est là où va se recueillir le pape Léon XIV. Donc la chaise de Saint-Augustin, c'est l'endroit où prêchait Saint-Augustin durant 30 ans à Hippone jusqu'à son décès en 430. Donc c'est un site où il y a aussi beaucoup de mosaïques qui ont rapport qui interprètent donc la relation de l'homme avec la nature. Aussi donc dans ce site il y a un forum considéré comme étant le plus grand d'Afrique du Nord. C'est un forum dont le parterre disons est en marbre. Donc voilà, très beau site, donc les vestiges sont très visibles et en ce moment même donc il y a des explications qui sont données au pape Léon XIV et voilà. Merci Fatma Zohra. Vous étiez en direct avec nous depuis le site antique d'Hippone où le pape Léon XIV vient de se recueillir donc sur la chaise de Saint-Augustin et il apparaît donc sur les images très ému. Le pape Léon XIV donc qui entame ce deuxième jour de sa visite officielle dans la ville de Annaba, une ville chargée d'histoire, l'histoire de l'Algérie multimillénaire. Donc premier point, il se trouve toujours au niveau du site antique d'Hippone où il va planter un arbre sur place. Un arbre, c'est un olivier et c'est un symbole de paix. L'olivier de Saint-Augustin également, très connu dans la région de Soukharas. En ce moment donc, le pape Léon XIV qui plante un olivier comme symbole de paix et de vivre ensemble. Et c'est notre thématique depuis 11 heures dans les studios d'Alger, chaîne 3, pour toutes ces émissions spéciales que vous suivez avec nous depuis hier à l'occasion de cette visite d'État du pape Léon XIV. Je rappelle donc qu'il est arrivé à Alger hier. Il a été accueilli à son arrivée par le président de la République et une journée qui a été marquée par deux discours. Le discours du président de la République axé sur le vivre
vivre ensemble, sur la coexistence également. Il a rappelé également dans ce contexte les conflits et les guerres dans le monde. La paix, c'est le mot d'ordre, c'est le point commun dans les discours du président de la République et celui du pape Léon XIV. Toujours en direct, les images qui nous parviennent du site antique d'Hippone de Annaba, je le disais donc, le pape Léon XIV qui vient de planter un olivier, symbole de paix et de vivre ensemble. Symbole de paix et de vivre ensemble. Et nous avons toujours avec nous le docteur Khaled Larbi par téléphone en direct dans l'émission de cette matinée. Comment transmettre, docteur Khaled Larbi, aux jeunes générations la culture du respect et du dialogue? Je pense, à mon avis, c'est plus par l'exemple Oui. avant les discours. Parce que les jeunes, ils observent davantage qu'ils n'écoutent. Si, par exemple, la famille, l'école, les médias, les institutions incarnent le respect, là, la justice est à l'écoute, les jeunes intégreront naturellement ces valeurs. Il faut aussi apprendre ou leur apprendre l'histoire, la diversité humaine et la richesse du débat apaisé. Ça reste avec ma modeste expérience. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences religieuses à l'Institut d'Ibn Badis de formation d'imam et de moshé, et que vous êtes imam référent à la Grande Mosquée de Paris. Alors, vous parlez d'exemples à suivre, et je pense que la figure de l'émir Abdelkader est un magnifique exemple que l'on peut suivre, une figure universelle. L'émir Abdelkader dépasse le cadre algérien, il représente la résistance digne, la tolérance religieuse, il représente la noblesse morale en temps de guerre, et surtout, il est le symbole du dialogue entre les religions. Selim Agar, c'est un exemple qu'on ne cessera jamais de donner, l'exemple d'une personne qui était tolérante et qui aimait l'autre, tout simplement. Oui, tout à fait. Vous savez que l'émir Abdelkader est connu plus à l'international, au point où les Américains créent une ville qui s'appelle El-Kader, où il y a plusieurs musées, vestiges pour l'émir Abdelkader, qui représente un petit peu l'action, qui présente l'action et aussi l'histoire de l'émir Abdelkader. Il y a un auteur et écrivain, John Kaiser, qui a consacré pratiquement toute sa vie à faire la promotion de la figure de l'émir Abdelkader. Je pense que nous, Algériens, je pense qu'avec le film, peut-être on fera connaître l'émir à travers l'image, mais il y a eu beaucoup de livres sur l'émir en langue anglaise, il y a même en russe et en turc. Il y a beaucoup d'aspects, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un personnage qui a traversé l'histoire. Beaucoup de gens ne savent pas que l'émir Abdelkader a assisté à l'inauguration du canal de Suez et qui était l'un des plus proches de l'ingénieur qui a construit ce canal et qui a demandé parfois conseil à l'émir Abdelkader. Vous savez, il a aussi une force et des connaissances diplomatiques, des connaissances au-delà des connaissances religieuses. Il a aussi des connaissances diplomatique où il s'est lié d'amitié avec plusieurs diplomates et il n'écoutait que lui quand on veut exposer un problème sur le monde arabo-musulman. Je pense que l'émir Abdelkader, vu son parcours, il ne faut pas oublier la période avec son père, Mahiddin. C'est lui qui lui a enseigné la tolérance, la passion de la religion. Il l'a emmené très jeune à la Mecque. Donc il a découvert beaucoup de choses. Il a découvert la religion. Il s'est vraiment imprégné. Il ne faut pas oublier que l'émir, c'est un enfant de Zawiya qui a été vraiment, dès son jeune âge d'ailleurs, il y a eu beaucoup de débats dans la commission, mais on dit voilà, il faut montrer la période de l'enfance de l'émir dans le film. J'aurais dit écoutez, 2 heures et demie, et on ne peut pas mettre tout dans le film, mais on a promis de faire des flashbacks sur son enfance, parce que c'est important de voir où est né et où a vécu l'émir Abdelkader et comment il est devenu un simple
émir au niveau d'une région d'Algérie très connue sur le plan international. Hier, j'étais à la télévision, on a parlé justement de références de résistants. On a parlé par exemple d'Abdelkrim Khattabi au Maroc, mais également Omar Mokhtar en Libye. Il est devenu un petit peu la figure de la résistance contre le colonialisme et c'est devenu une référence. Par la suite, le combat de l'émir a été poursuivi par les grands résistants, etc. Et on a libéré l'Algérie en 62 du colonialisme et ça reste aujourd'hui l'héritage. Vous savez que l'héritage de l'émir, il est très important. Le président Boumedienne, quand il a ramené la dépouille de l'émir, il a tenu à le faire, à le ramener en Algérie parce qu'il a considéré que c'est le fondateur de l'État algérien, il doit être enterré dans son pays. Et ça, c'est toute une symbolique. D'ailleurs, un close-up sur cette image, le film va sûrement se terminer avec cette image quand on ramène le cercueil de l'émir à Alger. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du vivre ensemble, de tolérance, de dialogue entre religions avec la visite du pape Léon XIV ici en Algérie. Vous pensez, Salim Agar, qu'il est plus qu'important qu'aujourd'hui de mettre en avant justement cette figure de foi et de pensée qu'a été l'émir Abdelkader. Il a une réflexion philosophique profonde liée à un islam fondé sur l'éthique et la connaissance. Donc, il est important de le mettre en avant pour justement expliquer, dire au monde que l'islam est une religion de tolérance et que les préceptes même de l'islam, c'est vivre avec l'autre et le respecter. Et il est important d'en parler encore aujourd'hui avec la visite du pape Léon XIV. Je pense que dans le discours du président de la République, qui a fait un parallèle entre Saint-Augustin et l'émir Abdelkader, est très fort. Il est symbolique de la personnalité des deux hommes et surtout de la mission des deux hommes. La mission de l'émir Abdelkader, au départ, était une mission de résistance, disons de libération du pays, etc. Après, elle s'est transformée en connaissance. Il ne faut pas oublier qu'il était influencé par Ibn al-Arabi, qui est un philosophe et tout ça. Il a été enterré à côté de lui. Il a tenu à ce qu'il soit enterré à côté de lui. Et croyez-moi, moi, je ne connaissais pas l'histoire de l'émir avant que je dirige cette institution et je me suis plongé dans la lecture de plusieurs livres, plusieurs recueils. J'ai vu des documentaires, des reportages, etc. Et il y a de la matière. Il y a de la matière parce que c'est un personnage qui doit être montré dans toute la planète. J'ai dit, on a eu une rencontre avec le président de la République et j'ai demandé après le film qu'on fasse une série parce que la série elle voyage plus qu'un film. Parce que la série elle voyage plus qu'un film. Un film il a une période de vie d'une année et il sort au cinéma, après il va dans les chaînes de télévision, mais une série ça voyage et ça reste un impact plus long. Et puis la série, ça donne une période de raconter toutes les petites anecdotes de l'histoire de l'émir. Il y a beaucoup de gens, par exemple, hier, je discutais de la bibliothèque de l'émir quand le duc d'Aumale a détruit la Smala. Il a emporté avec lui, il a volé, c'est le mot qu'il faut, il a volé 5000 livres de l'émir. Et aujourd'hui, ces livres sont au château de Chantilly en France et qui représentent un butin d'un colonisateur. C'est-à-dire que nous, on a besoin de récupérer l'une des revendications de la Fondation l'émir Abdelkader, c'est restituer d'abord ces livres, mais aussi toutes les correspondances entre l'émir et certains officiers français avec lesquels il a entretenu des échanges épistolaires qui étaient très importants sur le plan diplomatique, historique, etc. Aujourd'hui, peut-être notre erreur, c'est de ne pas avoir, à l'époque de l'émir et même plus tard jusqu'à l'indépendance, d'avoir des historiens qui recueillent un petit peu toute cette documentation. Aujourd'hui, quand je discute avec des amis écrivains, notamment Wassine El Arj, la seule référence théâtre, c'est les livres français. Et la majorité, ils offrent une image un petit peu déformée de la réalité. Erronée ou orientée. Même les peintures. Je discutais, on a reçu chez nous Hossein Ziani, qui est célèbre pour tous les portraits de l'émir et la bataille de Sidi Ibrahim. Exactement, une fresque énorme. Magnifique fresque. Et
Et on a discuté de tous les portraits qu'ils ont montrés de l'émir parce que, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de photographe, donc il y avait les lithographies au crayon, et puis il y avait les peintres, il y avait notamment Horace Vernet qui offrait une image très, disons, dévalorisante de l'émir. Et ça, notre erreur, c'est on n'a pas pu documenter cette histoire et alors, qu'est-ce qui reste de l'émir? Il y a ses correspondances. Et ces correspondances, il y en a qui sont ici et il y en a qui sont en France. Voilà. Alors restez avec nous parce qu'on va revenir très rapidement sur le film pour clore cette émission, mais on va d'abord se diriger vers le docteur Khaled Larbi. Un dernier mot, docteur Khaled Larbi, pour un peu, on va dire, revenir sur la visite du pape Léon XIV ici en Algérie, toute la symbolique qu'on doit faire véhiculer justement. Moi, je dirais, pour finir, moi aussi j'ai un autre rendez-vous qui m'attend. Oui. Mais je dirais que même dans un monde, les peuples sont pas condamnés à la haine. Et j'ai aussi, lorsque la foi est éclairée, ou la foi est éclairée des choses, alors il y a un petit souci de liaison avec le docteur Khaled Larbi. L'avenir meilleur, il devient possible. L'Algérie, je dirais l'Algérie, par son histoire et sa sagesse, peut contribuer à apporter un message au monde, Inch'Allah, et c'est Merci infiniment, docteur Khaled Larbi. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences religieuses à l'Institut Ibn Badis de formation d'imam et de mourchidet. Vous êtes aussi imam référent de la Grande Mosquée de Paris. Avant de vous laisser repartir, Selim Agar, on a beaucoup parlé de l'Emir Abdelkader aujourd'hui. On a aussi beaucoup parlé du film que va produire l'institution que vous dirigez, El Jazeera. Beaucoup se posent la question, mais quand pourrons-nous voir ce film? Est-ce qu'on pourrait avoir juste un état des lieux sur l'avancement de ce projet? Actuellement, nous sommes en train de finaliser le scénario avec un auteur européen. Nous sommes en préparation, on prépare justement les décors, les costumes, les accessoires, notamment les armes et tout ça, parce qu'il faut préciser qu'il y a beaucoup de travail en matière de reconstitution historique. Oui, il ne faut pas laisser échapper le moindre détail. Donc on a bientôt l'arrivée d'une équipe européenne pour superviser les décors qu'on va utiliser, parce qu'il y a des décors utilisés qui existent, il y a des décors qu'on va construire, et il y a les décors virtuels qu'on va construire en post-production. Donc il y a tout ce travail. Par exemple, je vous cite l'exemple de la Smala qui est sa capitale qui bouge, qui se déplace, c'est l'une des innovations de l'émir, parce que on oublie aussi qu'il est un stratège militaire, un stratège en matière d'urbanisation, etc. Il avait sa capitale qui se déplace, et c'est ça qui a un petit peu dérangé on n'arrivait pas à les le armées situer françaises, dans on n'arrive pas à le trouver, donc il avait les éclaireurs qui prévenaient à chaque fois pour qu'on se déplace. Et les grandes parties, on va les construire bien sûr pour les plans rapprochés, mais les plans d'ensemble, elles vont être reconstituées en intelligence artificielle et en VFX. Donc il y a du travail artistique très fort avec des techniciens algériens formés au Canada ou aux États-Unis, mais également des techniciens étrangers qui vont contribuer, parce qu'il faut préciser que le film est une production algérienne, mais elle sera avec une distribution, une participation internationale avec plusieurs nationalités, et aussi en matière de casting, il y aura aussi des stars aussi bien sur le plan français que sur le plan algérien. Le grand débat, bien sûr, qui va interpréter l'émir Abdelkader, on vous le dira quand il sera définitivement choisi. J'allais pas vous poser cette question. Je peux imaginer la réponse. Question à poser. Oui, mais je peux imaginer la réponse qu'ils viennent nous donner, mais en tout cas, on comprend pourquoi ça prend autant de temps. Oui, mais ça reste un travail très très pointilleux et très
internationale. Mais pour répondre à votre question, Inch'Allah, on espère le tournage en 2027, l'année Voilà. prochaine, Inch'Allah. Le début du tournage en 2027, voilà déjà une Voilà, date une info. et une information qu'on a pu avoir. Merci à vous, Céline Magard, Merci à d'avoir vous. été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'institution Al Jazair qui est chargé de produire le film Amir Abdelkader. Merci mille fois Merci à d'avoir vous. été avec nous et ça a été un plaisir de vous accompagner ce matin, Brahim Azouz. Merci à Malfadi, merci également à vos invités, merci à Salim Magard dans les studios et également à vos invités au téléphone. Les émissions spéciales sur Alger Chaîne 3 se poursuivent toujours à l'occasion de la visite d'État du pape Léon XIV en Algérie.